Bienvenue dans Déclic et des claques, le rendez-vous des audacieux et des aventuriers de la vie. Je suis Pauline et je suis ravie de vous accueillir dans ce voyage où nous explorerons les récits inspirants de celles et ceux qui osent sortir des sentiers battus et façonner leur propre chemin. Parce qu'un déclic peut être suivi de sacrées claques, parce que des claques peuvent faire naître un véritable déclic, parce qu'on a tous envie un moment de prendre nos clics et nos claques, découvrons ensemble les parcours de nos invités, les moments décisifs, les défis surmontés, les leçons apprises, pour nous donner à notre tour l'envie d'oser. On pense souvent que certains métiers ne changent pas, qu'ils sont cadrés, structurés, figés. Et puis parfois, tout s'arrête. En 2020, avec le Covid, les tribunaux ferment. Et Corinne Frappin, avocate, se retrouve comme beaucoup avec une activité un peu à l'arrêt. Au lieu d'attendre que ça reparte, elle fait un pas de côté. Elle se lance sur les réseaux sociaux et commence à raconter des histoires pour rendre le droit accessible à tous. Une belle manière de réinventer son métier. Bonjour Corinne. Bonjour Pauline. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci d'être là. Merci à toi de m'avoir invitée. Je suis très contente d'être là. On est accueillis dans ce superbe studio de l'ISCPA, École de communication et journalisme. Toi, tu as toujours voulu être avocate. C'est quelque chose que tu as en tête depuis toujours ? Oui. Avocate, c'est mon rêve de petite fille. En fait, ma vocation est née quand j'avais 10 ans. Je suis issue d'une famille modeste, famille monoparentale par mon père. Et on avait des soucis juridiques, je pense un peu comme tout un chacun, mais on était incapable de les résoudre parce que l'accès à l'avocat était lointain et puis parce que c'était même pas un réflexe, on connaissait pas nos droits, donc on savait pas résoudre nos problématiques. Et c'est là que je me suis dit que c'était pas normal de pas connaître ses droits dans un pays comme le nôtre. Et je me suis dit un jour je serai avocate. Et ça ne m'a plus jamais quittée. Aujourd'hui je suis ravie de faire ce métier, de l'avoir réinventé. J'adore ma vie. Donc c'était l'envie de défendre, d'aider, de transmettre. Exactement. Pour moi, la connaissance du droit est un pouvoir et ce pouvoir, je souhaite le mettre à la disposition du plus grand nombre. Et du coup, tu t'es lancée dans des études d'avocat et tu deviens avocate à 24 ans. Alors en fait, le plus court chemin d'un point A à un point B, c'est toujours la ligne droite. Donc, comme je savais que je voulais être avocate, j'ai intégré une fac de droit. Ensuite, j'ai passé l'examen pour entrer à l'école d'avocat. À l'époque, c'était un examen qui nous permettait d'intégrer une école pour une année. Et à l'issue de cette école que j'ai fait à Caen, puisqu'à l'époque, il y avait encore une école là-bas, on était 20 élèves avocats. Et à l'issue de cette école, j'ai intégré un cabinet de droit de la famille et de droit immobilier à Caen. Donc effectivement, ce métier se conçoit de façon quasi exclusivement libérale. C'est-à-dire qu'on peut travailler que pour soi, à son compte, ou on peut travailler toujours à son compte, mais au service d'un autre cabinet d'avocats. C'est ça qu'on appelle la collaboration libérale. Donc on a le droit d'avoir une clientèle personnelle, donc ses propres clients, mais on met son travail au service d'un autre avocat pour la clientèle de cet avocat. Okay. Et du coup, c'est quelques années de collaboration. Comment elle se passe ? Je crois qu'à un moment, il se passe quelque chose qui va faire changer un peu tes responsabilités. Oui, tout à fait. Alors, c'était un tout petit cabinet, on était 3. Le boss, avocat, moi, et puis une secrétaire, un cabinet vraiment très familial, bon enfant, avec un véritable mentorat qui était exercé par l'autre avocat à mon endroit, donc une très très belle formation. J'avais peur tout le temps en fait. Cette expérience de collaboration était à la fois fascinante et terrifiante. Parce que j'avais le bonheur de travailler avec un avocat qui voulait vraiment m'aider à me former, à m'améliorer. Donc, il relisait non seulement tout ce que je faisais, mais il réécrivait tout aussi. Et je me disais, mais s'il réécrit 100% de mes conclusions, de mes assignations, il ne va pas me garder. Et en fait, j'ai découvert plus tard que non, au contraire, l'idée, c'était d'investir sur moi pour que j'apprenne à mieux écrire et puis pour pouvoir me garder. Et au bout de 2 ans, malheureusement, cet avocat fait un AVC. Un AVC assez costaud, puisqu'il ne revient pas travailler pendant 4 mois. Ouais. Et quand on a avocat, qu'on a 2 ans de barre, on est un bébé avocat. En réalité. Ça fait partie de ces métiers où il faut vraiment beaucoup d'expérience de terrain pour commencer à se sentir vraiment à l'aise. Ce qui fait que
pour moi, ça a changé toute la dynamique puisque j'ai été obligée de me prendre en main. Je ne pouvais plus me reposer sur lui. Il était incapable de relire mon travail. Donc, j'ai bénéficié de la solidarité de mes confrères et de mes consoeurs du barreau de Caen, ce qui était formidable. Mais les dossiers, il fallait quand même les sortir. Les clients, il fallait les satisfaire. J'étais toute seule. La secrétaire était formidable à cette époque-là. Mais le boulot d'avocat, il fallait qu'il se fasse quand même. Donc, quand on est face au mur, quand on est au pied du mur, on a deux façons de réagir. Soit on s'effondre. Mais pour moi, c'était hors de question parce que c'est l'avocat qui m'avait lancé, qui m'avait donné ma chance. Ou alors, on apprend à escalader. Et donc, j'ai appris à escalader. C'est comme ça que je suis devenue plus pertinente. J'ai travaillé plus vite, j'ai travaillé plus fort. Et puis, ça a permis au cabinet de se sortir de cette situation difficile. Et quand le boss est revenu 4 mois plus tard, il a recommencé à travailler, mais de manière très, très douce. Il venait par demi-journée et je voyais qu'il était très, très fatigué. Mais notre relation a changé. J'étais plus sa collaboratrice, j'ai été son égale. Donc, il me laissait gérer... Sans être associée officiellement. Sans être associée, mais vraiment, je sentais que notre rapport avait changé. Ouais. Je discutais des dossiers avec lui, il me disait, très bien, vous n'avez pas besoin de moi, allez-y. Il était là si j'avais besoin d'aide, si j'avais besoin de brainstormer, de réfléchir avec lui, mais j'avais gagné l'autonomie sur mes dossiers. Je suis restée 4 ans encore avec lui, donc j'ai passé 6 ans avec lui, puis ensuite j'ai déménagé pour partir à Paris, retrouver mon compagnon, qui est aussi aujourd'hui mon mari et le père de mes enfants. Trop bien. Et du coup, ces débuts à Paris professionnellement, tu as rejoint d'autres cabinets, d'autres associés? Je suis restée collaboratrice parce que se lancer tout seul, c'est compliqué, surtout quand on arrive dans une nouvelle ville dont on ne connaît pas les codes. Moi, j'arrivais de province, j'avais pas compris que si je passais mon temps à sourire dans la rue, je pouvais être embêtée. Bref, j'avais pas compris que les gens n'étaient pas naturellement bienveillants, qu'il y en avait beaucoup qui étaient énervés. Et bref, j'intègre un cabinet d'avocats où ça se passe mal. Ça se passe mal. Une des associées m'expliquait tous les jours, ou presque, à quel point j'étais nulle, à quel point j'étais trop payée, à quel point je ne servais à rien. Et à quel point c'était difficile de bosser avec moi. Donc, grosse remise en question, évidemment. Ouais. Et là, je me suis dit, mais qui se trompe ? Est-ce que c'est mon ancien boss avec qui je suis restée 6 ans, qui regrettait mon départ et qui m'a couverte de cadeaux quand je suis partie ? Ou est-ce que c'est cet associé-là ? Ou est-ce que c'est la matière ? Voilà. Est-ce que c'est l'autre qui te surévaluait ou est-ce que c'est elle qui te... Et donc, je suis restée 6 mois dans ce cabinet-là. J'en suis partie avec le moral en berne, évidemment, parce qu'à force d'entendre qu'on est nul, on le pense. On finit par vraiment se poser des questions. Et j'ai eu la chance d'intégrer un autre cabinet, petit cabinet, 4 associés réduits à 3 parce que le plus ancien avait vendu ses parts aux 3 plus jeunes. Ouais. Et là, j'ai pu restaurer la confiance en moi. Il y avait une des associées qui m'expliquait que non, il fallait que j'arrête d'avoir peur, que mon travail était de bonne qualité, qu'on pouvait améliorer des choses. On peut toujours améliorer des choses, de toute façon. Quelle que soit son ancienneté, son expérience, on peut toujours améliorer son travail. Mais qu'en tout cas, je fournissais du travail de qualité. Sauf qu'encore une fois, toujours pas de chance. Le cabinet explose au bout de 3 mois. Ah oui, c'est ça. 3 mois de présence. L'émulation s'est pas bien faite entre les trois associés. Il y en a un moment, il a eu ras-le-bol, il a dit je m'en vais. Ah ouais. Donc je me suis dit, Paris, c'est compliqué quand même. 6 ans de fleuve tranquille. Ah oui. 9 mois à Paris, c'était compliqué. Ouais. Voilà. Tu m'étonnes. Je suis restée avec un des associés qui lui m'a dit, moi de toute façon, je peux pas m'en sortir tout seul. Est-ce que vous avez envie de rester avec moi ? Moi je lui dis, oui, pourquoi pas. Et puis ça s'est très bien passé pendant quelques années, jusqu'au moment où j'ai décidé que le confort professionnel, quand on a 35 ans, c'était fatigant en fait. T'avais envie de challenge. J'avais envie de challenge. Moi, je suis une femme de défi, je suis une femme de challenge. J'ai remarqué ça. Et être dans un cabinet où ça roulait, notre avocat apportait la clientèle, moi je faisais le boulot d'avocat, je faisais les dossiers, je plaidais. Mais voilà, j'avais plus envie de ça parce que c'était pas challengeant, il y avait trop de routine et j'estimais qu'à 35 ans, j'avais pas l'âge du confort professionnel, donc j'avais envie de me challenger. Trop bien. Et du coup, premier challenge, avant celui dont on va parler après, premier challenge, ça a été de te lancer, toi, de lancer ton cabinet solo. Ce qui était une idée géniale et complètement folle.
Et au début, je me suis quand même posé beaucoup de questions. Je rejoins les locaux d'une copine qui est avocate aussi. Je me disais, c'est sympa, il va y avoir de l'émulation avec elle, on va déjeuner ensemble, ça va être cool. Le cabinet va se développer. En réalité, le premier mois, le téléphone ne sonnait pas. La copine en question, elle était tout le temps en audience. Donc, dur. Le premier mois, je rentre juste suffisamment d'argent pour payer mes charges. Enfin, voilà. Donc, je me suis dit, est-ce que c'était pas une bêtise de partir ? Et en fait, en même temps, c'était un risque à prendre. Au pire, c'était un risque à prendre. Et puis, tout entrepreneur sait que le développement d'une clientèle prend du temps. Ouais. Et puis là-dessus, je déjeune avec l'avocat du cabinet que je venais de quitter. Et puis, il me dit, de toute façon, moi, je m'en sors pas. Il avait pris quelqu'un pour me succéder, mais il me dit, si quelqu'un qui a moins d'expérience, je m'en sors pas. De toute façon, j'ai pas envie de prendre tout type de dossier. Donc, je vais vous envoyer des clients. Ouais. Et c'est ça qui a permis de lancer un peu plus le cabinet. Ok, trop bien. Donc là, ça roulait. Ça roulait, mais voilà, tranquillement. Ouais. Et tu as compris que le mot tranquillement, c'est pas mon mot préféré. C'est vrai. Je comprends. Et on arrive en 2020. On arrive en 2020. Le Covid, qui a changé pas mal de choses pour beaucoup de monde. Et du coup, les tribunaux ferment. Donc en fait, ton métier est hyper impacté, comme beaucoup de métiers. On va pas se mentir. Oui. Comment tu gères ça ? Et qu'est-ce que tu commences à creuser comme sujet à ce moment-là, pendant le confinement ? Alors, le confinement arrive. Il y a eu quelques prémices à ça. Donc, j'avais rapatrié les dossiers de mon cabinet chez moi. Puisque à l'époque, j'avais un bureau là où je vivais. Et donc, je rapatrie les dossiers physiques chez moi et je commence à travailler un petit peu plus chez moi. Puis, un jour, arrive la décision du président de la République. On est tous confinés. Voilà. Les tribunaux ferment, sauf les tribunaux qui gèrent le pénal. Mais moi, mon activité, elle est civile. Et je me retrouve avec mari et enfant tout petit, dans ma maison. Et qu'est-ce que je vais faire de mes journées ? Donc, évidemment, on s'occupe des enfants, mais voilà, je suis libérale. Le cabinet, il faut qu'il continue à tourner. Donc, j'appelle mes clients professionnels qui me disent arrêtez de bosser parce qu'on ne sait pas si on va survivre et si on sera en mesure de vous payer. Et puis, j'appelle mes clients particuliers qui, eux, me disent oui, maître, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'audience, il n'y a pas d'urgence. Voilà. Et donc, à ce moment-là, j'imagine que mon cabinet va péricliter. Sauf que ça, c'est pas possible puisque avocat, c'est mon rêve de petite fille. Ouais. Voilà, j'ai pas fait tout ça pour ça. Donc, comme on est tous confinés chez nous, qu'on peut pas sortir sauf 1 heure par jour pour se promener, je me dis, moi, j'ai besoin de rencontrer du monde. Je suis présidente d'une association d'entrepreneuses. J'aime rencontrer du monde, j'aime échanger, j'aime partager. Je me dis, puisqu'on peut pas le faire, on peut pas sortir, je vais le faire sur les réseaux sociaux. Je reprends mon compte LinkedIn. J'ai 300 abonnés. Bon, c'est un peu limite. Ça commence par ça. Rien. Et puis, je me dis, je vais commencer à discuter avec des gens, les demander en contact, échanger. Donc, je cible des gens du monde de l'immobilier, des formateurs, des agents immobiliers, des syndics. Puis, j'arrive à discuter avec certains, mais je sens que c'est quand même pas tout à fait simple. Et un jour, je me dis, mais ça peut faire peur d'être demandé en contact par un avocat, de se dire, mais qu'est-ce qu'il me veut ? Qu'est-ce qu'il va m'annoncer ? Je dis, plutôt que de demander des personnes en contact, je vais partager mon savoir. Et tu vois, on revient à l'époque de mes 10 ans. Oui. Je vais partager mon savoir pour que chacun puisse connaître ses droits et devoirs et décider de les exercer ou pas. L'idée, elle était là depuis longtemps. Hein. L'idée, elle était là depuis très longtemps. Et c'est comme ça que l'aventure a... c'est comme ça qu'est arrivé ce déclic et que l'aventure a repris d'autant plus fort que ça y est, je partageais. Et ce qui est formidable quand vous partagez sans rien attendre en retour, c'est que les gens sont généreux. À une époque, je tenais un petit carnet. Je m'étais acheté un joli petit carnet avec une belle citation de Victor Hugo. Et c'était un joli carnet avec des belles feuilles. Et dessus, je notais les compliments qu'on me donnait. Et c'était des super compliments pour me dire en substance « Ah, c'est génial, on comprend mieux le droit. Vous racontez des sujets différents chaque semaine. Le droit devient accessible. Le droit devient sympathique. On comprend tout ce que vous racontez. »
y en avait qui me disaient ah, mais on imagine déjà comment vous plaidez. Le jour où j'aurai un dossier, c'est vous que je viendrai voir. Enfin, voilà, j'ai beaucoup de bienveillance est ressortie de tout ça. Et puis, maintenant, ça fait 5 ans que je publie une vidéo de vulgarisation du droit immobilier par semaine, ce qui m'amène la plupart de ma clientèle. Et c'est extraordinaire, et pour moi, et pour le public. Pour moi, parce que comme je commande des décisions de justice, ça m'oblige à être à jour. Oui. Ça me fait ma veille juridique, c'est formidable, c'est ce qu'on attend d'un avocat. Et pour le public, c'est formidable aussi parce que on leur raconte des histoires, parce que c'est ça que je fais. En fait, je prends une décision de justice et je la décortique. Voilà ce qui s'est passé. Je te donne un exemple au hasard. Monsieur X a un locataire, le locataire s'en va, il doit lui restituer le dépôt de garantie. Il lui envoie le dépôt de garantie par chèque. Sauf que le locataire prétend qu'il n'a jamais reçu de chèque. Et il la signe 2 ans plus tard pour lui demander non seulement la restitution du dépôt de garantie, mais également la pénalité de 10% par mois de retard du montant du loyer prévu par la loi. Voilà. Et donc, tu vois, je te détaille comment je raconte cette histoire et comment c'est remonté jusqu'à la plus haute juridiction française et comment la situation a été résolue. Ok. Et ça, du coup, pour un large public, et c'est comme ça que tu arrives à cibler, du coup, des gens qui sont des potentiels clients. Voilà. Donc, sur LinkedIn, aujourd'hui, j'ai plus de 10 000 abonnés, je ne sais plus le nombre exact. C'est principalement des professionnels de l'immobilier, mais ces professionnels de l'immobilier, ce n'est pas des juristes. Donc, ils ont toujours besoin d'avocats pour les aider, pour aider leurs clients, puis pour y voir plus clair. Ce sont des personnes qui viennent vers moi en me disant « Ah ben, c'est formidable, moi, ça va améliorer ma pratique professionnelle parce que je ne le savais pas. » Et forcément, quand vous apparaissez dans le fil d'actualité d'un certain nombre de personnes, ça crée le réflexe avocat et puis ça crée le réflexe Corinne Frappin. Moi, on ne m'appelle pas parce qu'on a envie de divorcer. Enfin, quelqu'un qui m'appellerait parce qu'il a envie de divorcer... Il n'a rien compris. Il s'est perdu en fait. Après, je peux recommander des confrères. Mais on m'appelle parce qu'on sait que je suis spécialiste en droit immobilier. En fait, ton but, c'est vraiment de vulgariser un peu le droit, de le rendre accessible à tous, hein, c'est ce qu'on disait. Donc, tu l'expliques avec des mots compréhensibles par tout le monde, sans utiliser des mots très, très juridiques qui peuvent parfois... L'idée, c'est ça. Alors, quand on vulgarise, on a toujours un sujet de savoir si on vulgarise trop ou si on ne vulgarise pas assez. Il y aura toujours des gens pour vous dire que comme vous avez trop vulgarisé, en fait, vous avez perdu un petit peu la subtilité du sujet. Ouais. La réalité, c'est d'expliquer les grandes lignes. Si je t'explique le concept d'usucapion sans te définir ce qu'est l'usucapion... À tes souhaits. Voilà. Tu vas changer de chaîne, tu vas arrêter. Alors qu'en fait, l'usucapion, c'est ce qu'on appelle la prescription acquisitive qu'on peut obtenir dans certains cas. Et il y a des applications très concrètes à ça. Donc, si je ne veux pas passer à côté de mon sujet qui est de diffuser le droit auprès du grand public, je suis obligée d'être accessible. Sinon, je ne sers à rien. Et ça, ce n'est pas possible. Et est-ce que tu te rappelles de la première vidéo que tu as lancée ? Oui. Est-ce que c'était drôle ? Alors, non, c'était pas drôle du tout. Non, j'ai beaucoup évolué dans ma façon de présenter les choses. Je me suis beaucoup formée. Je fais en moyenne un coaching par an sur différents sujets. Donc, pour améliorer ma posture de chef d'entreprise, pour améliorer le sens de ma relation client, mais aussi pour améliorer ma communication. La prise de parole. La prise de parole. Moi, un jour, je me suis dit, tiens, comme ça, je vais me filmer. Mais c'était pas abouti. Donc ma première vidéo, je regardais tout à l'heure en venant, je l'ai laissée sur ma chaîne YouTube parce que c'est le début, c'est la marche 1. Donc je pense que c'est important aussi. Et puis quand j'explique à d'autres entrepreneurs comment ils peuvent faire ça, je leur dis toujours allez voir la première vidéo, vous verrez, vous n'aurez pas honte en fait. Parce que cette première vidéo, elle n'est pas du tout aboutie. Le fond est là, mais la forme est nullissime. En fait, j'avais décidé de faire une petite vidéo sur les conditions générales de vente pour dire l'importance de se doter de conditions générales de vente. En fait, expliquer à ses clients dans quel cadre on intervient, ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas, tout simplement. Et je m'étais filmée et j'avais mon slide à côté, mes slides à côté. Je filmais en gros l'écran de mon ordinateur. Ouais. C'était pas du tout abouti, mais c'est pas grave. C'était la marche 1, c'était le début, ça a été vu 50 fois. Bon, voilà, ça a peut-être aidé 50 personnes, c'est formidable. Ouais, c'est ça. Non, mais trop bien.
Et à quel moment tu réalises que justement ça dépasse un peu le stade LinkedIn et que ça prend une ampleur qui te ramène des clients? Alors, j'ai eu... c'est là où je peux te dire que j'ai eu un peu de chance. C'est qu'à force de communiquer sur LinkedIn, je découvre qu'il existe un groupe qui s'appelle les petits génies de l'immobilier. Donc un jour, le fondateur de ce groupe qui s'appelle Tom Delay, qui est un type formidable, indique que c'est bien de publier de l'immobilier sur son groupe. Bon, très bien, un jour je publie. Et 2 heures après, il me passe un coup de fil en me disant « Votre contenu, c'est du contenu à haute valeur ajoutée. C'est très exactement ce que je recherche pour mon groupe. Est-ce que vous accepteriez de publier régulièrement ?» Et je lui demande si ça nécessite pour moi un travail supplémentaire. Il me dit non, ce que vous venez de me publier, moi, ça me va tout à fait. Donc, en fait, il me demande simplement de dupliquer sur ce groupe ce que je mets déjà sur ma page LinkedIn. Donc toi, ça te évidemment, demande rien de plus? Ça ne me demande pas un travail supplémentaire, sauf que lui, en attendant, il est en train d'engranger des abonnés. Et ça augmente de manière exponentielle. Ce qui fait que mes vidéos, elles sont beaucoup plus vues que si elles étaient uniquement publiées sur ma page LinkedIn. Et c'est là que ça commence à prendre, parce qu'en plus, il me présente d'autres personnes. Il a créé une ligne éditoriale où on devait publier certains jours. Donc moi, c'était le mercredi pour l'immobilier juridique. Il y avait l'investissement, enfin, il y avait un certain nombre d'autres sujets. Puis il me présente les têtes d'affiche de ces autres rubriques. Donc ça permet de rencontrer des pros de l'immobilier. Donc c'est formidable pour moi parce qu'ils me partagent leur expérience aussi avant de me mandater. D'ailleurs, ces gens-là ne m'ont pas mandaté, ils n'ont pas eu besoin d'un avocat, ou ils en avaient déjà. Et un jour, je discute donc avec Tom Delay et je lui dis c'est très bien ce qu'on fait, mais si on faisait un apéro. Et alors là, quand on lui dit une chose, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Et il me dit ouais, t'as raison. Et 3 mois plus tard, on avait créé le premier apéro. Et je suis allée à ce premier apéritif qui avait lieu dans un bar parisien. Et j'arrive sur place, j'ai eu l'impression d'être une rockstar. Les gens te reconnaissaient. Les gens me reconnaissaient, ils venaient me faire la bise, ils venaient me serrer la main, ils venaient papoter. Et à un moment, je me suis dit, mais il s'est passé quoi ? C'est qui C'est qui ? Et je me dis, comme ils me connaissaient, je me disais, je dois les connaître aussi, je suis pas assez physionomie, je les ai pas reconnus. Non, on vous connaît parce qu'on vous voit toutes les semaines dans vos vidéos. Voilà. Et donc ça a été, vraiment là où j'ai mesuré à quel point ces vidéos répondaient à un vrai besoin, à une vraie envie, et que ça permettait réellement de diffuser le savoir, en particulier juridique. Et aujourd'hui, tu as plein d'autres casquettes. Raconte-nous. Alors en fait, j'ai 3 autres casquettes. J'en ai une, je suis présidente d'un club d'entrepreneuses dans ma commune, à Sartrouville, dans le 78. C'est une fonction tout à fait bénévole et honorifique. Et l'idée de ce club, il est fondé sur le constat que quand on est chef d'entreprise, quand on lance son activité entrepreneuriale, on est très isolé. Alors, on a toujours sa famille autour, mais la famille, elle peut être source de stress, surtout quand les débuts sont un peu compliqués. C'est pas parce qu'on ouvre son cabinet ou on ouvre son site internet qu'on commence son activité que le premier client attendait à la porte. Le Messie est arrivé, je vais le faire bosser. Ça marche pas du tout comme ça. Il faut se faire connaître pour attirer la clientèle à soi. Et donc, c'est ça le concept de ce club d'entrepreneuses, c'est de se dire... On est toutes isolées, on va se réunir et puis on va s'enrichir les unes les autres. Donc, un lundi matin sur 2, on fait un atelier thématique business transversal où l'une de nos membres, parce qu'on a aussi des hommes, va partager son savoir sous forme plus ou moins raccourcie sur un sujet donné. Moi, par exemple, je reviens sur mon thème des conditions générales de vente, je vais attirer leur attention sur le fait que c'est pas parce que elle travaille dans le domaine du bien-être, que c'est freestyle. Ouais. Non, on doit expliquer au client dans quelles conditions on intervient, combien ça coûte, prise de rendez-vous, où est-ce que ça se passe, combien de temps ça dure, qu'est-ce qui se passe si la personne ne vient pas. Enfin, voilà, des choses très simples, mais qui montrent le cadre qu'on a avec son client. Ce club, aujourd'hui, c'est 80 personnes. Donc 80 personnes dynamiques. Quand on est entrepreneur, on a intérêt à être dynamique. On n'attend pas que ça arrive. Et donc ça, c'est un projet qui me porte parce que je discute avec des personnes
qui sont comme moi indépendantes, mais dans des milieux extrêmement différents, donc qui m'apportent une culture différente, une façon de réfléchir différente. C'est extraordinaire. Riche des expériences des autres. Exactement. Mon autre projet, c'est la radio. J'ai une émission qui s'appelle Les Curieux de l'IMO sur une web radio qui s'appelle lemedia.imo. Et le concept de mon émission, c'est de réunir des professionnels pour parler d'immobilier, mais d'immobilier de terrain. Par exemple, je vais recevoir des syndics qui vont m'expliquer quel est leur quotidien. Comment ils travaillent, quel est leur écosystème, quelles sont les joies, quelles sont les difficultés de leur métier, est-ce que c'est un métier qu'ils conseilleraient. Généralement, je reçois que des passionnés. Je dois les attirer en fait. Et j'ai reçu des marchands de biens. Marchands de biens, tu vois, c'est un métier, on a l'impression, il y a des gens qui assimilent marchands de biens et marchands de sommeil. Rien à voir en fait. Il y en a qui sont des escrocs, puis il y en a d'autres qui sont des vrais professionnels, qui contribuent au développement de l'urbanisme et au développement du logement. Et donc, ils m'expliquent comment ils bossent. J'adore. Et ma dernière casquette, je suis également formatrice à mes heures perdues. J'interviens régulièrement auprès de l'école française du barreau, où là, en fait, je forme mes pairs sur des sujets de niche sur lesquels je suis ultra spécialisée. Par exemple, la garantie des vices cachés. J'ai acheté une maison. Je découvre que le vendeur a oublié de me préciser que le toit fuyait, que la cave était inondée dès qu'il pleuvait un petit peu fort. Bon, bah voilà, comment je fais? Et tout ça, ça attire de la clientèle vers mon cabinet. Pourquoi? Parce que, il y a la preuve sociale, on est rassuré. Ils ont vu les avis Google aussi. Puis 2, parce que ils voient bien que je sais de quoi je parle. Donc, tu vois, par exemple, mes formations à l'EFB, ça m'a ramené des clients qui avaient besoin de moi, notamment une foncière qui un jour prend rendez-vous avec moi. Je dis, vous n'avez pas déjà un avocat? Non, dans votre domaine, on n'a pas d'avocat. On a vu que vous aviez dispensé une formation pour le FEF d'Alloz. On s'est dit que vous étiez l'avocat de la situation. Voilà. Très bien. Est-ce que tu t'es toujours sentie légitime, notamment à te lancer sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as douté de toi? Alors, je pense que le doute fait partie du métier d'avocat, déjà. Je pense que le doute fait partie de l'entrepreneuriat. Et je pense que le doute est aussi assez féminin. Donc, comme moi, je cumule les 3, forcément, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question. Sauf que le doute, en fait, il est là pour attirer l'attention sur le fait qu'on doit être vigilant. Pas du tout être là pour être vécu comme un frein. Parce qu'effectivement, je pourrais très bien attendre à mon cabinet que le téléphone sonne. Le téléphone, il sonne pas. Ça manque de dynamisme dont tu parlais tout à l'heure. Quand on ne fait rien, le téléphone, il sonne pas. En France, il y a plus de 70 000 avocats. Pourquoi on me choisirait moi plutôt que quelqu'un d'autre? Surtout si j'ai juste mon nom dans l'annuaire du barreau. Paris, on est 35 000. Donc... oui, le doute, il a toujours fait partie de ma vie, évidemment. Quand je fais ma première publication sur les réseaux sociaux, puis en plus, j'ai dû récolter, j'imagine, 5 likes. Ça, c'est dur. Pendant 1 an, ça a été dur parce que ma première publication, ça a été 48 heures de boulot. Ça. Donc, pour un résultat assez médiocre. Mais c'est pas grave, c'était encore une fois la marche 1. Et puis, plus on fait les choses, et moins... D'ailleurs, plus on fait les choses, plus on est pertinent, et plus on va les faire rapidement. Donc, pendant 1 an, ça n'a rien rapporté du tout. C'était les petits cailloux, les petits cailloux du petit pousset. Et puis au bout d'1 an, ça a commencé à marcher. Et puis plus ça marche en fait. Ouais. Ça marche dans les 2 sens. Moins ça marche, plus ça marche. Puis après, il y a les rencontres. Il y a les gens qui y croient, il y a les soutiens. Et puis forcément, plus on est soutenu, plus on a de compliments, plus on prend de confiance en soi aussi. Mais en réalité, quand on commence à s'exposer, oui, on a toujours peur du regard de l'autre. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis pas bien? Est-ce que je suis bien coiffée? Est-ce que j'ai un style de travers? Est-ce que je suis grosse? On s'en fout en réalité, on se regarde tous le nombril. La vie va de plus en plus vite, on n'a pas le temps. Ce qui compte, c'est de faire les choses. Et même si elles sont pas parfaites, c'est de faire les choses. Et en fait, aujourd'hui, je sais, avec ce que je fais, que j'ai une vraie utilité sociale. Donc, ma mission, elle est là, ma mission, elle est réussie. Ouais. Et justement, là, tu parlais de regard des autres. Quelles ont été les premières réactions de ton entourage? Ton entourage, famille, amis, en premier temps. Mon mari et mes enfants, ils me soutiennent. Ouais. Quoi que je fasse, ils me soutiennent, ils sont toujours là. Ça a mis plus de... Alors, auprès de mon club d'entrepreneuses,
gros soutien. Évidemment, auprès des potes qui ne sont pas entrepreneurs, je dirais plutôt de l'indifférence. Ouais. Bon, bah voilà, Ouais, tu fais ça, bon, bah c'est bien, tu vois. Voilà. On passe à Et autre chose. ces vidéos, elles s'amusent. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'était pas grave parce que c'était pas la cible, en fait. Ouais. Et la profession d'avocat, comment elle voit ça? Parce que c'est pas un sujet qu'on voit énormément sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est un sujet qui a une image assez sérieuse, etc. Il peut y avoir des choses très sérieuses sur les réseaux, hein, je dis pas ça. Mais c'est quoi le regard de la profession là-dessus? Alors, le regard de la profession a énormément évolué. Moi, quand j'ai intégré l'école d'avocat de Caen, donc on devait être on était en 2003, on nous disait régulièrement, on n'est pas des commerçants. Ça veut tout dire. On n'est pas des commerçants, plus les règles relativement à la publicité, à la sollicitation personnalisée ont beaucoup évolué en 20 ans, mais l'idée de base, c'était on n'est pas des commerçants. Donc en fait, l'idée, c'était... tu peux aller faire du golf, hein, tu peux rencontrer du monde, mais on est une profession sérieuse. Les réseaux sociaux, c'est pas pour nous. Puis de toute façon, faut le dire aussi, hein, en 2003, les réseaux sociaux, c'était pas ce que c'est aujourd'hui, évidemment. Donc, le développement de clientèle, il passait pas par Internet, il passait encore moins par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, moi, je fais partie du barreau de Paris. Le barreau de Paris a créé un concept qui s'appelle le barreau entrepreneurial il y a une dizaine d'années. Et l'idée, c'est de dire aujourd'hui aux avocats, attention, vous êtes des libéraux, donc vous êtes des entrepreneurs. Donc, vous devez vous comporter comme tel, vous devez développer votre clientèle. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de coaching, beaucoup de formations qui sont proposées pour apprendre à communiquer sur les réseaux sociaux. Alors, pour me conformer à ma déontologie, j'ai saisi les services du bâtonnier pour lui montrer mon site internet, pour lui montrer ma com sur LinkedIn et sur YouTube. Et il m'a dit qu'il ne trouvait rien à redire. Et aujourd'hui, on est de plus en plus de confrères à communiquer. Alors, les choses peuvent être faites de manière plus ou moins heureuse. Moi, j'estime que quand on communique en disant la Cour de cassation a dit que la règle de l'article 13 de la loi de machin ne s'interprète pas comme ça, il faut la comprendre comme ça. Moi, c'est pas ma tasse de thé. Je vois pas bien l'intérêt de communiquer comme ça. Si c'est pour communiquer que pour ses confrères, bon, ça peut être une cible, hein, mais moi, c'est pas ma façon de voir les choses. Enfin, toujours est-il que pour répondre à ta question, aujourd'hui, la communication sur les réseaux sociaux, c'est encore mal vu par une partie de la profession. Mais comme n'importe qui, en fait, hein, c'est assez représentatif de la société, vous aurez toujours des gens qui vous disent « Ah bah tiens, je te vois sur les réseaux sociaux tout le temps, t'as vraiment que ça à faire. » Il y a des gens qui ne comprennent pas que communiquer sur les réseaux sociaux, ça fait partie du métier de chef d'entreprise, de faire connaître son cabinet, de faire connaître son activité et que ça va attirer naturellement à soi une clientèle qualifiée. Voilà. Moi, j'estime que c'est de ma mission, de la mission d'un avocat, de contribuer à diffuser le droit. Et ça s'infuse dans la société. Aujourd'hui, la Cour de cassation publie de plus en plus souvent ses décisions et elle publie même des communiqués pour expliquer ses décisions. Quelque chose qu'on n'avait pas vu encore il y a 5 ans. C'est extraordinaire, ça. Et pour être encore plus légitime, je crois que tu as voulu passer une certification en 2024. Oui. En fait, j'ai toujours fait du droit immobilier. Donc, en 3 mots, le droit immobilier, c'est tous les litiges ou tous les sujets qui sont liés à un immeuble. Donc, ça va être de la copropriété, ça va être de la vente, ça va être un bail, ça va être un litige de voisinage, ça va être de la copropriété. Et ça faisait des années que je faisais ça. J'en ai toujours fait... C'était pas mon activité exclusive, parce que quand j'étais à Caen, je faisais aussi du droit de la famille, je faisais du droit bancaire. Enfin, en province, on est rarement ultra spécialisé. Mais à Paris, on est beaucoup plus spécialisé. On va beaucoup plus volontiers voir son avocat en droit immobilier pour un sujet, son avocat en droit pénal pour un autre sujet. On va plus aller vers des spécialistes. Et le Conseil national des barreaux, qui est une instance qui chapeaute la profession, nous dit régulièrement, il y a régulièrement des campagnes pour nous dire « avocats, spécialisez-vous ». Pourquoi ? Parce que ça permet d'être mieux identifié par le public, qui comprend tout de suite ce qu'on fait. Et puis, ça permet de montrer une véritable expertise auprès du grand public.
Ce qui est formidable avec cette certification, c'est que ça oblige à faire un bilan de son activité, puisqu'on ne peut pas le passer ab initio. Il faut démontrer que ça fait au minimum 4 ans qu'on est dans la matière et qu'on intervient dans tous les pans de la matière. Donc il y a un dossier à faire, et c'est chouette parce que ça m'a obligée à reprendre sur les 4 dernières années tout ce que je savais faire. Et la vie aujourd'hui passe tellement vite qu'on oublie très vite ce qu'on sait faire. On peut vite avoir tendance à se dévaloriser. Ça permet de se replonger un peu dans son expérience. Et de se dire, tiens, voilà, mais ça aussi, je sais le faire. J'avais oublié que je savais faire ça. Donc, je fais mon dossier, une note de synthèse, je l'envoie au Conseil national des barreaux. Il me dit, ok, vous êtes convoqué à un examen devant un jury, donc composé de 2 de mes pairs, donc 2 avocats, un magistrat et un prof de droit. Voilà. Et donc, c'est une discussion pendant une 40aine de minutes sur cette note de synthèse, et on vérifie que le candidat sait effectivement de quoi il parle. Okay. Et c'est comme ça que j'ai eu ce diplôme. Et effectivement, en termes de légitimité, un diplôme, c'est génial. Ouais. Surtout qui est donné par des pairs. Parce que vous dites, ça y est. Vraiment dans ta spécialité. J'ai des confrères qui reconnaissent que c'est vraiment mon domaine. Et moi, ça, c'est quelque chose dont j'avais besoin. En réalité, puisque je ne suis pas du tout issue du milieu des avocats. Donc, je me disais, mais qu'est-ce que les avocats peuvent penser ? Pas de moi, mais de mon expertise. Et avec ça, ils pensent que j'ai une bonne expertise en droit immobilier. C'est bon. Il y en a un truc en plus. C'est trop bien. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur le début de l'entrepreneuriat solo, l'entrepreneuriat solo ? Est-ce que tu ferais exactement la même chose ? Ou qu'est-ce que tu ferais d'autre, de mieux ? Alors, ce que je ferais de mieux... Alors d'abord, il faut savoir quand on se lance dans l'entrepreneuriat qu'il faut anticiper le fait qu'on n'aura pas des revenus tout de suite. Donc il faut déjà avoir de la trésorerie de côté parce que sinon on est hyper stressé. Ce que je ferais différemment, c'est que je me lancerais tout de suite sur les réseaux sociaux et je ciblerais bien mieux mes sorties. Je l'ai dit, je suis une femme de réseau, j'aime rencontrer du monde. Je sortais à peu près 2 fois par semaine dans des soirées pro. Ouais. Sauf que c'est pas parce que c'est une soirée pro que c'est une soirée qui est adaptée à ce que je recherche et aux gens que j'ai envie de rencontrer. Donc en fait, si je devais refaire les choses aujourd'hui, je ciblerais beaucoup plus mes sorties pour les rendre plus efficaces, pour réellement rencontrer des personnes du monde de l'immobilier. Mais ça aussi, c'est pareil, ça a évolué. Les réseaux, ils se sont beaucoup spécialisés aujourd'hui. Ouais. Et aujourd'hui, avec toutes tes casquettes, comment tu arrives à trouver ton équilibre vie pro, vie perso, parce que tu as des enfants, oui. On en a parlé. Oui. Est-ce que tu arrives à bien t'organiser, à t'entourer des bonnes personnes ? Alors, mon emploi du temps, il est minuté. Très clairement. Merci d'être là. Je t'en prie. Il y a pas de temps mort et plus le cabinet se développe et plus le temps est minuté. Mais c'est comme ça aussi qu'on arrive à faire le tri entre ce qui nous intéresse, ce qui nous intéresse pas, ce qui est chronophage, ce qui l'est pas. Ce qui est formidable avec les enfants, c'est qu'ils grandissent. Ouais. Et quand ils grandissent, ils deviennent de plus en plus autonomes. Et comme mon compagnon est très attaché à l'autonomie des enfants, non, mais ranger le lave-vaisselle, ils peuvent faire. Donc voilà, c'est comme ça aussi que chacun grandit, chacun prend sa place, et c'est comme ça que j'arrive à gérer mon emploi du temps. Mais effectivement, aujourd'hui, je suis en domiciliation, donc je travaille essentiellement de chez moi, essentiellement seule. Bon, du coup, il n'y a pas de pause café. Donc, c'est dommage, hein, parce que je perds en émulation, je perds en échange, mais en même temps, je gagne en efficacité, de travail, parce qu'il n'y a pas de temps mort. Et il me semble, tu me dis si je me trompe, mais que tu as quelqu'un avec toi maintenant pour gérer certaines missions qui sont peut-être moins forte valeur ajoutée pour toi et qui te permettent de dégager du temps sur justement les réseaux sociaux et tes autres casquettes. En fait, j'ai une assistante freelance qui bosse pour moi une demi-journée par semaine, sachant que c'est des demi-journées de plus en plus longues. Et elle fait ce qui est son expertise à elle, à savoir de la facturation, des bordereaux de pièces bien présentés, de la transmission de documents, du scan de documents et autres. Des choses qu'elle fait bien mieux que moi.
et bien plus rapidement que moi. Donc moi, effectivement, en la faisant travailler, ça m'a permis de dégager du temps pour faire les missions pour lesquelles on me paye. On ne me paye pas pour scanner un dossier ou pour faire un bordereau de pièces. On me paye pour aller chercher l'argumentation juridique qui va permettre à mon client d'obtenir ce qu'il souhaite, que ce soit dans le cadre d'un accord ou dans le cadre d'une procédure. Donc, avoir recours à cette assistante, ça m'a aussi permis de sortir la tête de l'eau parce qu'il y a beaucoup d'administratifs dans le métier d'avocat. Aujourd'hui, c'est elle qui le fait et effectivement, ça m'a dégagé du temps pour les dossiers, mais aussi du temps pour la communication, pour la rendre encore plus ciblée, plus pertinente. Après, ça m'arrive régulièrement d'être levée à 6h du matin un samedi parce que je bosse généralement pas sur un dossier, mais je vais bosser sur la com, sur mon métier de chef d'entreprise, en fait, sur le développement de ce cabinet. Mais de toute façon, j'adore mon métier, j'adore ma façon d'exercer ce métier, et donc ça ne me pèse pas. Mais effectivement, ça reste compatible avec la vie de famille parce qu'à 6h du matin, tout le monde dort le samedi. Sauf moi. Moi, tu peux être tranquille. Je suis tranquille. Et quelle nouvelle compétence ça t'a appris, cette casquette réseaux sociaux ? Savoir s'expliquer de manière simple et directe. Le sens de la relation client aussi. Est-ce qu'il y a des rencontres qui ont été plus marquantes que d'autres ? Alors, Tom Delay, déjà. J'en ai parlé. Le groupe Les Petits Génies de l'Immobilier. Et puis, d'autres personnes que je vais pas forcément nommer, mais qui sont là, qui sont toujours là. En fait, par exemple, la créatrice du Club des entrepreneuses que je préside aujourd'hui, elle a toujours été là pour me soutenir, pour écouter les idées décalées et me dire « Ouais, ça marche. Ouais, c'est sympa. » C'est sympa, vas-y. Donc, en fait, ce qui est important quand on est entrepreneur, quel que soit le domaine, c'est de s'entourer de personnes qui sont bienveillantes. Dans le métier d'avocat, on se prend des coups tous les jours. Je parle au sens figuré, hein, évidemment. J'espère. Mais donc, il faut être capable de s'appuyer sur ce qu'on a de plus fort, sur des gens qui sont bienveillants autour et qui vont être là pour dire « Ouais, vas-y, fonce. » Et puis, de toute façon, après, on prend tous des risques. Il faut être capable de les calculer et de les limiter. Oui, c'est important. Donc oui, c'est ça aussi l'entrepreneuriat. Ça apprend à gérer le risque, ça apprend à se lancer avec un filet, sans filet, ça dépend des moments. Mais il faut y aller quand même, parce que de toute façon, quand on n'avance pas, on stagne. Hein. Donc on finit par reculer. C'est pas possible. Faut avancer. Et, j'aime bien aborder le sujet de la chance dans ce podcast. Quelle part tu donnerais, toi, à la chance et au travail dans ton parcours ? Parce que la chance, ok, c'est bien gentil, mais il y a des opportunités à saisir. Comment tu la abordes chance, ça ? 0%. Le travail, 100%. 100%. Oui, parce qu'en fait, c'est une expression classique de dire ah, bah, t'as de la chance. T'as un beau cabinet, t'as de la chance. Moi, le pourcentage de chance dans le développement de mon cabinet, c'est 0. En plus, tu viens pas du tout de ce milieu-là, t'as pas eu de facilité. C'est ça. En fait, les opportunités, je les ai créées. Même quand je vous ai dit que j'ai rencontré le fondateur des Petits Génies de l'Immobilier, je l'ai rencontré parce que j'ai publié sur son groupe. Et c'est lui qui est venu me chercher. Pareil, la radio. La radio, c'est une très belle histoire aussi. C'est que je publiais toutes les semaines sur les réseaux sociaux. Et un jour, il y a un pro de l'IMO qui publie un post en disant « Je suis en train de créer une radio dédiée à l'immobilier et au sport avec des copains. J'ai besoin de contenu de qualité. Est-ce que vous avez des gens à me recommander ?» Et une des personnes qui me suit dit « Évidemment, Corinne Frappin. » Et ce monsieur prend contact avec moi. Ça met 1 an à se monter parce qu'il y a la Coupe du Monde de rugby qui arrive par là et que je sens bien qu'ils veulent d'abord monter la radio du sport avant. Ça s'appelle Radio Sport d'ailleurs. Mais ça finit par se faire. Ouais. Et puis un jour, donc au début, ils me demandent de partager mes contenus. Puis un jour, je discute avec eux. Je dis « Messieurs, c'est super ce que vous me demandez. Mais il est où le challenge ? Vous me demandez de partager un truc que je fais déjà. » Et ni une ni deux, ils me disent « Non, mais t'as raison, en fait, on avait parlé de créer des tables rondes. Et on va créer une émission pour toi. Puis c'est toi qui vas le diriger. » Allez, bon, bah trop voilà, bien, c'était parfait. Et les prochains projets, alors ? Quels sont-ils ? Les prochains projets, développement du cabinet, recrutement d'élèves avocats puis de collaborateurs, puisque aujourd'hui, j'ai toujours que des journées de 24 heures. Je suis toujours maman, je suis toujours présidente d'un club d'entrepreneurs, je suis toujours formatrice, j'ai toujours une radio. Et donc,
Mais il y a un moment où on est au top de son efficacité et c'est difficile de développer plus. Alors, je peux évidemment restreindre encore plus la clientèle pour prendre les affaires les plus intéressantes. Mais l'idée, c'est aussi, ça y est, de passer de l'autre côté et de dire, je vais transmettre, mais je vais transmettre à un jeune avocat qui va m'aider aussi à développer le cabinet. Donc, le prochain projet, c'est le recrutement. Trop bien. On fait un appel aux jeunes avocats. Quel conseil tu donnerais aux personnes qui n'osent pas forcément se lancer dans un projet un peu fou, que ce soit se lancer sur les réseaux ou autre? Le numéro 1, je dirais, c'est d'abord de se faire un petit bilan dans son coin. Ça coûte 0. Ouais. Ça peut faire du bien. Le conseil numéro 2, ça serait de se faire coacher. Alors aujourd'hui, je sais qu'il existe des coachings solidaires pour les personnes qui n'ont pas les moyens de s'en payer un. Pôle emploi, qui a encore changé de nom, j'ai oublié. France Travail, merci. Propose aussi ce genre de choses. Pourquoi un coach, pour moi, c'est magique un coach en fait. C'est parce qu'en fait, il t'aide à devenir une meilleure version de toi-même. Donc tu fais un bilan de toi, de ton activité, parcours pro, perso d'ailleurs. Ça fait bouger beaucoup de choses. Et ça te permet de voir tout ce que tu peux faire, toutes les opportunités. C'est un boulot que tu peux faire tout seul, mais tu vas le faire drôlement plus vite si tu es aidé, si tu es soutenu, si tu as quelqu'un de bienveillant autour de toi. On parle aujourd'hui beaucoup des IA et on a tous observé que les IA, quand vous leur soumettez une idée, on dit toujours, on se croirait aux États-Unis, c'est génial ce que tu fais, c'est une super idée. Un coach, c'est aussi quelqu'un comme ça qui va être là pour te soutenir en disant, c'est ton copain à côté de toi qui va te dire, c'est bien ce que tu fais, on va voir comment, si t'es pas bien, on va voir comment améliorer les choses, on va voir comment on peut te soutenir, comment tu peux te développer. Donc le coaching, peut que faire du bien en fait. Ça peut que faire du bien. Après, se lancer, c'est aussi avoir un matelas de sécurité financier, notamment, pour pas perdre pied. Est-ce que tu as sur le thème général de oser, de l'audace, est-ce que tu as un conseil de film, podcast, livre que tu aurais envie de conseiller, même si c'est un podcast concurrent au mien? Alors moi, je connais un excellent podcast qui s'appelle Déclic et Déclac. Après, des podcasts aujourd'hui, il y en a beaucoup autour de l'entrepreneuriat. Moi, à une époque, j'écoutais beaucoup un podcast dont j'ai oublié le nom. Je crois qu'il s'appelait le podcast du marketing. Il y a une dame qui s'appelle Estelle qui avait lancé ça, qui donnait plein d'idées marketing sur la façon de présenter ses offres. Encore une fois, on est loin de mon métier, mais c'est très inspirant d'aller voir comment les autres font. Et puis, il y a aussi une dame qui s'appelle Caroline Mignot, qui, elle, fait Marketing Square. Et c'est génial ce qu'elle propose. On comprend tous les mots qu'elle utilise. C'est formidable. C'est toujours très pertinent. Voilà. Et sur l'audace, en général, j'ai pas d'idée particulière en tête, mais il y a des coachs qui ont des podcasts qui sont excellents. C'est toujours intéressant, je trouve, d'écouter comment font les autres. Oui. D'en parler et puis voilà, exactement. Okay. Aujourd'hui, on te retrouve du coup sur LinkedIn et YouTube. Oui. Okay. Via mon site internet qui s'appelle périmètre.fr avec le jeu de mots sur maître l'avocat. Pas mal. Il y a le club aussi d'entrepreneuses, etc. Je mettrai tous les liens sur les réseaux dans la description du podcast. Pour finir, est-ce que tu as une petite anecdote amusante à nous raconter sur ton métier et sur les réseaux sociaux peut-être? Davantage. Question piège que j'avais pas préparée. Les anecdotes rigolotes, j'en ai plusieurs en fait. C'est quand je vais à des soirées, quand on vient me voir en me disant mais bonjour Corinne, comment ça va, mais il faut qu'on déjeune ensemble, c'est indispensable. Il faut qu'on se parle. Et moi à chaque fois je suis là mais d'où je la connais. Je la connais pas. En fait, on se connaît pas. C'est juste qu'on m'a vu sur les réseaux sociaux et c'est toujours un petit moment de solitude, mais en même temps, c'est extraordinaire. La semaine dernière, je suis allée à une soirée d'un gestionnaire de patrimoine qui s'appelle Le Conservateur et il y avait un cocktail à la fin de la soirée. Il y a quelqu'un qui vient me voir en me disant vous êtes Corinne Frappin? Moment de solitude. Oui. Ouais, mais effectivement, je vous vois toutes les semaines sur les réseaux sociaux, on est dans le même groupe, les petits génies de l'immobilier. Et ça, c'est génial.
De se dire que grâce aux réseaux sociaux, je suis connue dans des soirées où je suis censée connaître personne en réalité. Ça fait du bien parce qu'à chaque fois, c'est pas pour le plaisir, c'est pas pour l'ego, c'est pas pour le plaisir de dire que je suis connue. C'est pour le plaisir d'entendre que j'aide quelqu'un grâce à mes vidéos. Et nous, à l'inverse, on s'est rencontrés dans un club sur l'audace. Exactement. Et maintenant, on se suit sur les réseaux. Exactement. Oui. C'est vrai que tout à l'heure, tu me parlais de références. Comment ça s'appelle ? Badass Business. Badass Business. C'est excellent. Pour apprendre à oser, c'est excellent ce qu'elles font ces deux femmes. En plus, il y en a une des deux qui était une ancienne régisseur chez TF1, donc oser se montrer, se mettre en scène, elle maîtrise parfaitement. C'est extraordinaire ce qu'elles font ces deux femmes-là. J'adore. Allez voir. Eh bien, merci beaucoup Corinne. Merci Pauline. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les aventures et projets de Corinne, vous trouverez les liens dans la description. Si vous voulez continuer à écouter de chouettes parcours qui vous donnent envie d'oser à votre tour, abonnez-vous à ce podcast. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode.